Bonjour à tous. Mon nom est Guy Daigneault du groupe Patrimonium et au nom de tous, je voulais vraiment vous souhaiter une année remplie de paix, de bonheur et certainement de prospérité. Alors, avec tous les événements là, depuis une semaine que nous entendons dans les nouvelles, on a cru bon vous faire une petite capsule assez rapide pour revenir en arrière sur l'année 2025 et en plus regarder 2026, les probabilités de scénarios selon différents experts. Alors, sans plus tarder, euh, évidemment, tout ce qu'on dit, comme vous savez, c'est toujours notre propre opinion. Alors, si on recule 2025, vous savez que on le dit souvent à nos clients et en réalité à tout le monde que les humains, on n'est pas très, très bons pour prédire l'avenir. Alors, en début d'année, on a toujours des prévisions qui se passent ou des prévisions faites. Et c'est toujours le fun de reculer par en arrière par la suite pour voir quelles ont été les bonnes prédictions ou pas. Alors, en début d'année 2025, après 2 années de rendement boursier très, très bon, plusieurs experts anticipaient, sans dire une récession, mais certainement un ralentissement. Quand on regarde sur l'historique, avoir 2 années consécutives de très bon rendement, c'est toujours possible d'avoir une troisième année, mais c'est ce qui s'est passé. Par contre, avec beaucoup de volatilité. Si vous vous souvenez, au mois d'avril dernier, on avait, entre autres, beaucoup de sujets sur les tarifs qui a fait baisser rapidement les marchés boursiers et pour la suite reprendre assez rapidement. Alors, quand on regarde derrière 2025, l'anticipation était très modérée, mais finalement, les marchés boursiers ont très, très bien fait. Au mois d'avril, les marchés obligataires ont fait exactement ce qu'ils sont dus pour faire, c'est-à-dire de bien contrôler la volatilité, donc de bien protéger l'actif. Alors, la job a été faite. Par contre, les marchés ont tellement repoussé par la suite qu'on va voir ici, par rapport au rendement anticipé ou les rendements faits de 2025, que les liquidités ont tout aussi bien fait que le marché obligataire. Même si le marché obligataire, il faut s'attendre à des rendements beaucoup plus faibles. Puis si on parle de l'univers, dans nos portefeuilles, on a pris un petit peu plus de volatilité, ce qui nous permettait d'aller chercher un rendement un petit peu plus élevé, mais on voit la grande surprise des actions canadiennes qui a été le meilleur marché boursier l'année dernière. Quand on prend en contexte l'économie canadienne qui représente approximativement là, un peu plus que 3 de l'économie mondiale, ça a été une grande surprise. Deux choses. Vous savez on est moins bien diversifié au Canada. C'est pour ça que quand on gère le portefeuille, on parle toujours d'un portefeuille nord-américain au niveau des actions. C'est tout simplement que l'or a été en feu et ainsi les secteurs financiers. Les banques, entre autres, qui ont les deux secteurs eu la grande partie du rendement des actions canadiennes. Alors, si on n'était pas dans l'or, évidemment, on a sous-pondéré au niveau des actions canadiennes. Et certains secteurs tels les télécommunications, les BCE de ce monde ont vraiment eu encore un repli, une année assez difficile l'année dernière. Alors, il faut faire très attention quand on voit des performances comme ça. Si on n'était pas dans les deux secteurs primaires ou un des deux secteurs primaires sur la performance, ça a été une année un petit peu plus difficile au niveau du Canada. Et c'était ce que les experts disaient. On ne s'attendait pas nécessairement à une croissance énorme au Canada. Et il faut faire attention au niveau du positionnement canadien. Au niveau des actions américaines, bien, on voit que ça a été quand même un marché qui a été correct, mais beaucoup moins performant que le reste du monde. Simplement, quand on regarde ça froidement, sur les 10 dernières années, ça a tellement surperformé le reste du monde que d'avoir une petite pause, un petit repli, c'est tout à fait logique. Et au niveau international, donc tout ce qui est non nord-américain a excessivement bien fait et on inclut, on l'a disséqué, le marché émergent, dont la Chine, que peu de monde veulent se positionner ou aiment discuter parce que la Chine demeure la Chine, mais ces marchés internationaux-là ont très, très bien performé. D'où notre surpondération en 2025 de ces actions-là. Et on voit que la devise canadienne s'est affaibli par rapport au dollar américain. Et ça, c'est un sujet sur les 10 prochaines années qui, même si on en discute rarement, on aura peut-être des conversations par rapport à la devise américaine, surtout en lien avec le baril du pétrole. Et c'est un petit peu la situation qu'on entend parler avec le Venezuela. Évidemment, on veut le pétrole. Par contre, on sait que le prix du baril du pétrole
pas à travers le monde, mais que le baril du pétrole est en dollars US. Alors, on aura certainement des choses à discuter dans le futur lors de nos prochaines capsules. Donc, qu'est-ce que les experts disent? Les experts nous parlent sérieusement bon, le plus probable. Je vais essayer de le décortiquer le plus simplement possible là, parce que aujourd'hui, on utilise souvent des différents termes comme un scénario idéal, un scénario versus la tendance plus élevé que la tendance ou de récession. Alors, comme on voit ici, c'est quoi les chiffres? Donc, si on prend le scénario de tendance que les experts ou- nous mentionne que les probabilités que ce scénario-là soit celui de 2026, l'avenir nous dira s'ils sont exacts, mais on regarde les chiffres froidement. Donc, la probabilité de 60 vient tout simplement d'une croissance économique stable de l'ordre d'à peu près 2 qui sont pour les pays développés un chiffre normal, avec une inflation qui est tel quel qu'actuellement, autour de 3. C'est le scénario que nous sommes actuellement, que nous étions l'année passée et que nous sommes actuellement. Alors, on voit que l'inflation va se maintenir à peu près tel quel. Donc, ce scénario-là, ça serait un scénario relativement optimiste. Pourquoi? Parce qu'il y a une anticipation de baisse de taux de la Fed, de 2 baisses de taux. Est-ce qu'on ne parle pas de baisse de taux énorme, mais des probabilités de 2 baisses de taux qui seraient probablement de l'ordre de 25 points de base, donc un demi de 1 sur le courant de l'année. On adhère à ce scénario-là probable. Par contre, si on regarde à gauche, ça voudrait dire que c'est que là, il y a une probabilité de 20 plus grande que la tendance. Ça veut dire qu'il y aurait une croissance plus élevée. Par contre, avec cette croissance-là plus élevée, il y a les gens ont, les économistes ont une crainte d'une augmentation de l'inflation. Et il faut quand même, quand on lit, pas nécessairement dans les médias quotidiens, mais quand on lit vraiment au niveau et on rencontre les gestionnaires de portefeuille et les économistes, il y a quand même plusieurs experts qui voient cette tendance-là. On l'entend même dans les nouvelles, dans les médias, quand on dit que l'inflation aux États-Unis n'est peut-être pas sous contrôle. Donc, il faut être conscient que ce risque-là est là. Ça, c'est advenant s'il y avait une croissance un petit peu plus élevée que la tendance. Alors, s'il y a une tendance qui se maintiendrait à 2 au lieu de 2,5 de croissance avec une inflation un petit peu plus, fait qu'on devrait vivre avec beaucoup plus de volatilité à ce moment-là. Puis l'inflation monte, ce que ça voudrait dire, c'est qu'on devrait, pour essayer de contrôler l'inflation, augmenter les taux. Si on augmente les taux, encore une fois, les obligations ne devraient pas trop bien faire, même si ça n'aura pas un gros impact. Et là, à ce moment-là, si c'est ce qui se passe, bien, il n'y aura pas de baisse de taux au niveau de la Fed. C'est clair qu'il y aurait peut-être même l'inverse, une possibilité de hausse de taux. Mais ce qu'il faut faire très attention, c'est que la portion revenu fixe demeure aujourd'hui beaucoup plus représentative de ce que ça devrait faire dans un portefeuille versus 2022 qui, dans la mémoire des gens, c'est encore très, très difficile parce que ça avait été une année excessivement difficile avec des hausses de taux majeures. Et le scénario idéal de 5 de probabilité, bon, ben, vous voyez les chiffres, c'est une croissance plus élevée avec une inflation qui se tient autour de 2 et avec des baisses de taux de 2 à 4 baisses de taux. Moi, je le mets de côté parce que nous ne le voyons vraiment pas, ce scénario idéal-là, pas pour l'instant, puis la majorité des experts ne le voient pas. Mais on voulait quand même vous présenter en fonction du lien de prévision en début d'année versus ce qui est la réalisation en fin d'année. Donc, il y a quand même des experts qui nous disent que 5 de possibilité qu'il y ait une croissance et que les marchés boursiers continuent d'être en feu. Le deuxième scénario de 20 les marchés seraient beaucoup plus volatiles et petit train va loin, c'est ce qu'on s'attend pour l'instant, malgré toutes les nouvelles qu'on entend par rapport à ce que le président Trump fait ou dit. Sur le court terme, il n'y a pas grand-chose qui peut se passer, mais sur le long terme, on est quand même à l'affût et aux aguets. Et au milieu de l'année, surtout après le mois d'avril, mai-juin, on parlait de probabilité de récession d'autour de 50 à 60 alors, c'est pour ça que c'est difficile, puis les gens, quand ils font des comparatifs, puis ils regardent les performances de portefeuille, cette année, en 2025, il y a vraiment des performances qui se promènent d'un bord puis de l'autre.
D'où le volet rationnel de dire en fonction des choses importantes, il faut se positionner et s'assurer que cette diversification-là se maintienne. Alors, le scénario de 15 en début d'année pour 2026 est faible. Il ne faut pas oublier qu'on a eu 3 années de rendement boursier très bon. Alors, ce 15%-là peut fluctuer au fil du temps, mais là, pour l'instant, les experts ne voient pas vraiment trop de ralentissement économique. Alors, les chiffres, vous pourrez les parler. Alors, on a quand même un bon 65% de probabilité que le marché continue de bien faire, mais il y a un 35% où on pourrait vivre de la volatilité. Ce qui nous amène vraiment à notre dernier positionnement, c'est tout simplement notre portefeuille modèle équilibré. Évidemment, quelqu'un qui a un profil croissance ou conservateur, les chiffres changent. Mais vous voyez ici que le revenu fixe, on était autour de 36 les actions canadiennes, 19,4, US étrangères, 15,4 et autres qui sont des stratégies alternatives qui fait en sorte que c'est un petit peu plus conservateur, mais qui fait en sorte que ça ne bouge pas comme le reste du portefeuille. On était autour de 10. Ce qui nous amène pour 2026, très peu de changements. Puis pour ceux qui nous connaissent très, très bien, c'est très rare qu'on va avoir des changements majeurs. Pourquoi? Parce qu'avec tous les biais humains que nous avons, ce que nous voulons éliminer, c'est les émotions du marché. Et avec, jusqu'à la preuve du contraire, c'est que cette fameuse répartition d'actifs-là nous élimine les émotions du marché. Alors, vous voyez notre positionnement qu'au niveau du revenu fixe, c'est relativement stable avec 35 mais notre revenu fixe a un petit peu plus de diversification et un peu plus de volatilité. Ce que je vous ai montré comme performance tantôt, c'était vraiment pour l'indice obligataire canadien, tandis qu'on a des obligations mondiales, on a des obligations à rendement élevé qui nous donnent un petit peu plus de volatilité, mais qui nous donnent un petit peu plus de rendement à long terme. Les actions canadiennes, on demeure neutre. Le débat est en fonction de la devise américaine et en fonction de l'or. Certains experts voient l'or monter encore considérablement. On en a une petite partie dans le portefeuille. Mais si l'or continue de monter avec des rendements faramineux, bien, on pourrait voir encore l'indice canadien bien performer. Par contre, quand on est fortement positionné ou le rendement est fortement pondéré dans l'indice total, pour nous, c'est une gestion de risque qu'il faut faire très attention. Au niveau des actions américaines, malgré tout, on est quand même un petit peu plus bullish. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, les fameux Max 7, les fameux 7 sites qui poussent beaucoup l'indice américain depuis 2 ans, dont entre autres NVDA, euh, plusieurs experts, et nous sommes de cette thèse-là, que ce n'est pas fini. Est-ce qu'ils vont surperformer la preuve comme ils ont fait depuis les 3 dernières années? Probablement pas, parce que l'année passée, les 2 des 7 titres ont battu l'indice. Les autres ont relativement bien fait, mais ils n'ont pas battu l'indice. Alors, il faut toujours faire attention. Mais ça demeure que les actions canadiennes, on est tellement concentré dans certains secteurs qu'on aime la diversification américaine pour aller chercher justement certains secteurs tels la technologie que nous n'avons pas beaucoup au Canada. Et les actions étrangères, bien, vous avez vu, là, on baisse tranquillement. On avait fait un call. On avait fait un positionnement un peu spécifique avec l'Europe depuis 18 mois à 24 mois, très bien performé. Pour ceux qui nous connaissent très, très bien, ce n'est pas des choses spécifiquement, des petits calls pointus comme ça qu'on fait généralement. On aime vraiment gérer plus dans une diversification globale. Par contre, l'Europe nous a donné un bon aperçu et on va prendre une partie des profits de l'Europe. Par contre, on va être dans les actions étrangères, encore dans les marchés émergents, parce que, comme ceux qui nous connaissent depuis longtemps et sur les dernières capsules et opinions de marché que nous avons faites, la Chine et les marchés émergents étaient en récession depuis au moins 2, 3 ans. Alors, ils ont très bien performé. Est-ce qu'on pense qu'ils vont continuer de performer? Fort probable. Malgré tout le manque de transparence de la Chine, ça demeure quelque chose qu'on croit parce que depuis 10 ans, les actions internationales ont sous-pondéré l'Amérique du Nord. Et dans autres, ben, on se positionne presque relativement neutre au niveau de où est-ce que nous étions. Cette diversification-là nous amène une paix d'esprit. Et cet objectif-là, c'est vraiment de donner un rendement constant, mais vraiment d'être non corrélé avec le reste du portefeuille. Donc, pour nous, ces stratégies autres qui en réalité s'appellent les stratégies alternatives, sont très importantes.
Alors, évidemment, si jamais vous avez des questions, nous sommes toujours disponibles à y répondre. Comme d'habitude, en début d'année, vous allez voir, on fait toujours un blitz. On va faire le tour des portefeuilles de chacun des clients. Mais si entre-temps, il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir. Et puis, encore une fois, bonne année.